Pourquoi et comment des salariés s'emploient à défendre leur directeur alors que la Gazette pullule d'histoires contraires? En général, l'ouvrier veut la peau du patron. Et si plus que le patron, ils avaient eu le sentiment de défendre l'entreprise? Car faut-il qu'ils l'aiment l'entreprise pour lui consacrer leur vie? Vous avez combien d'années de maison? J'ai 38 ans. 38 ans. De maison? Oui. Oui. Moi, je suis rentré dès le début, avec M. Gauthier. Et puis, j'ai suivi toute l'évolution de l'entreprise. 38 ans. Ici, la fidélité se mesure en décennies. Que le visiteur s'en étonne et Paul Maudet de le conduire au cœur de la chaîne de fabrication. À l'en croire, l'attachement à l'entreprise repose d'abord sur la nature du produit. Le meuble. Dans une maison, quelqu'un qui achète un meuble est quelque chose de plus fort qu'un autre bien, en fait. C'est quelque chose qui est durable. C'est un côté qui permet aussi d'avoir une véritable, comment dirais-je, affection de l'entreprise. Ça aide. Ça aide, dit-il, car ça n'a pas toujours été facile. Oh, bien sûr, au début, tout allait bien. L'entreprise voit le jour en 1958 et prospère sur une idée simple. Avec le baby-boom, les familles achèteront des chambres d'enfants. Bien vu. De l'artisanat, on passe vite à l'industrie, mais au début des années 80, récession. 3 vagues de licenciements. Paul Maudet se rappelle les moments pénibles et vous invite à le suivre à l'endroit où se réunissaient les salariés dans la crainte d'entendre leur nom. Quand ils étaient sortis dehors pour savoir, disons, leur nom, s'ils étaient sur la liste, vous savez, ça c'est très douloureux. On ne veut surtout pas revoir des gens en train d'écouter leur nom ou de lire sur une liste leur nom pour être licenciés. L'amour du meuble, le souvenir du dépôt de bilan en 1985. Peut-on voir le bilan de l'entreprise, s'il vous plaît? Oui, je peux vous montrer ça, pas de problème. Sur le terreau des épreuves passées fertilise une solidarité, une légitimité que fortifie la santé financière retrouvée de l'entreprise. Donc voilà le résultat consolidé au 31 décembre 1998. 58 450 000 francs. 58 millions de bénéfices. Au dire de tous, l'artisan premier de ce succès, c'est le directeur général. Problème, Dominique Soulard ne s'entend plus avec l'actionnaire, au point qu'il finit par émettre le souhait de quitter l'entreprise dans les 2 ans qui viennent, précise-t-il. À 400 km de là, au siège parisien de l'actionnaire, il est reçu 5 sur 5 et même 6 sur 5. Partir? Bien sûr, mais tout de suite. C'eût été irresponsable de notre part de ne pas pratiquer de cette façon. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'attendre le bon vouloir du directeur général pour fixer sa date de départ alors qu'il annonce qu'il va partir. Question de principe? Mais c'est pas une question de principe. C'est une question de principe, certes, mais c'est une question d'assurer en tous les cas la pérennité du management. Comment voulez-vous définir une stratégie? Comment voulez-vous définir une politique d'investissement ou autre avec le plus haut responsable de l'entreprise, n'est-ce pas, qui indique de toute façon, à 1 an, 2 ans, eh bien je quitte quitter cette entreprise. Ce n'est pas sérieux, voyons. L'actionnaire a pour lui le droit, mais Dominique Soulard a pour lui le verbe. Finance, investissement, actionnariat, normal. Mais quelque part, rajouter aussi le mot, enfin rajouter le respect dans ces décisions-là par rapport à toute cette collégialité de compétences qu'est une entreprise. Peu importe son niveau hiérarchique, mais tout le monde a le droit au respect. Et quand on oublie ça, je pense que là, dans les années qui viennent, on risque d'avoir quelques problèmes. Ça se manifeste comment, le respect? Le respect se manifeste de bien connaître le fonctionnement, d'aborder ensemble parfois des sujets difficiles, mais ne pas se dire « j'ai tous les pouvoirs et l'homme, dans sa constitution, je m'en fous ». L'homme ou les hommes ou les femmes. Là, toute situation conflictuelle peut être parfois difficile, mais il faut dialoguer, il faut respecter les gens. Et nous, on veut travailler, monsieur, hein. On a des enfants, on veut savoir, monsieur. Le respect. Ah, s'il est un terme qui parle aux salariés de Gauthier, et Dominique Soulard le sait plus que quiconque, c'est bien celui-ci, le respect. Dominique. On veut Dominique, on veut Dominique, on veut
Tout cela, l'actionnaire l'apprend à ses dépens lorsqu'il se rend au Boupère pour tenter d'imposer un nouveau directeur général. Il repart sous les colibés avec une idée relativement précise de ce à quoi peut ressembler le virilisme ouvrier. Pour être franc, je ne m'attendais pas à un mouvement avec autant d'ampleur et une grève aussi dure. Non, non, ce serait mentir que de dire le contraire. Vous auriez pris cette décision si vous aviez subodoré qu'une telle grève était possible? Difficile à vous répondre aujourd'hui, mais je ne sais pas. Est-ce que vous aviez mesuré l'attachement des salariés à leur directeur général, Dominique Soulard? Nous connaissions l'attachement de l'entreprise à Dominique, bien sûr, bien sûr. De là, bien évidemment, à ce mouvement avec une telle ampleur, non, je ne m'y attendais pas. Très franchement, non. Cela s'est donc passé en Vendée et nulle part ailleurs. De la secrétaire à l'agent de maîtrise, du plus modeste des ouvriers au plus chevronné des cadres, tous réclament à l'unisson la réintégration de Dominique. Mais au fait, est-ce un hasard s'ils appellent le directeur par son prénom? Est-ce un hasard si l'occupation de l'usine renvoie l'image d'un camp de vacances? On y joue au palais, une spécialité locale. Est-ce un hasard si les voisins, les entreprises du coin fournissent des vivres aux grévistes? Et que penser de la visite de Philippe de Villiers, le régional de l'étape qui, par l'odeur du combat alléché, leur tient à peu près le langage de Robert Hue. Écoutez-le, il ne lui manque que la barbe. La Vendée, dans son immense majorité, toutes catégories confondues, c'est-à-dire salariés, patrons, considèrent que vous avez raison. Est-ce un hasard, au fond, si tout cela se passe en Vendée? Pas sûr. Ce qui frappe ici, c'est la nature des lieux. Gautier ou l'usine Auchan, le symbole de la Vendée ouvrière du haut-bocage dont il convient à ce stade d'évoquer l'éclosion. Cette Vendée-là n'appartient pas aux grandes vagues d'industrialisation du 19e siècle, non, elle date de l'après-guerre. Autre particularité que nous enseigne la sociologie, cette industrialisation s'est faite sur place avec des paysans devenus ouvriers, mais sans jamais se départir de leurs valeurs. Des valeurs de besogne, des valeurs de devoir, des valeurs de respect de l'autorité. Et ce directeur, Dominique Soulard, il est, comme disent les Italiens, un campione, un champion, c'est-à-dire un échantillon à la fois, une partie vivante de ce qu'ils sont, n'est-ce pas, de leur culture, de leur identité, et en même temps il s'est élevé. Donc il est un peu au-dessus, il est sacralisé un peu pour eux. Donc toucher à lui, ça veut dire toucher à eux, les atteindre, les blesser, et en même temps ça veut dire toucher à quelque chose qui est sacré. Donc la culture aussi chrétienne est mobilisée de ce côté-là. Et quand en plus c'est Paris et les finances qui touchent à des artisans, à des amoureux du bois, à des amoureux du meuble, eh bien on a là un complexe détonnant qui explique cette explosion, cette passion et cette fusion. L'affaire serait donc exemplaire de la culture et de l'humanité du haut bocage vendéen, avec tout ce que cela suppose d'irrationnel et d'inconscient. Soit. Pour autant, décrypter le conflit impose que l'on s'attarde sur la manière dont il a été géré. Recette classique, la manif, c'était à La Roche-sur-Yon. Mais en fait, l'essentiel se noue ailleurs, dans l'intimité d'une pièce aveugle où quotidiennement se réunissent les têtes pensantes du conflit, en une cellule de crise. Ils sont 4, Bruno, Janine, Jean-Yves et surtout cet homme, Jean-Michel. Ici s'échafauderont des stratégies. Tout était axé en grande partie sur la presse et la communication surtout, quoi, de façon à ce que le mouvement y ait le plus d'informations possible de ce mouvement-là. Je me suis dit, si on veut réussir, il faut qu'on le positionne de façon à ce que les médias soient intéressés par le sujet. C'est-à-dire en disant les syndicats et les salariés défendent leur patron. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h. Globalement, la presse est très friande de ce genre d'événements. Le directeur d'une société de meubles de Vendée vient de découvrir qu'il est difficile de résister aux pressions des actionnaires. En désaccord avec eux, il a été licencié et pour le soutenir, les 800 salariés se sont mis en grève. Et l'un des éléments dont je me souviens, c'était de dire aux copains, lorsqu'on va toucher le monde, ça sera intéressant. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui lisent le monde, qui sont des décideurs. Et ils peuvent faire aussi pression sur la réalité de l'actionnaire.
métier a bien géré sa crise médiatiquement. Je ne jugerai pas les médias aujourd'hui, si vous voulez, étant donné que je n'avais pas le beau rôle. C'est bien évident. La carotte pour la presse et le bâton pour l'actionnaire. À La Roche-sur-Yon, cette petite phrase qui n'a rien d'anodin. Il est bien évident que si le conflit devait aller au-delà, c'est pas à La Roche-sur-Yon que ça se passerait. Ça serait à Paris avec d'autres. Comme dans le conflit, on gère aussi des éléments de bluff, et ça en faisait partie. Compte tenu des esprits échauffés d'un certain nombre de personnes, ça se serait mal passé. Ça se serait mal passé. Donc, moi je pense qu'on l'a dit, mais dans l'intention de ne pas y aller. Si jamais on était allé à Paris, je pense que là on aurait perdu un peu de notre crédibilité. À un moment, l'idée, ça a été de faire peur à l'actionnaire. Oui. Oui, oui. Ça vous a fait peur? Peur, non. Peur, non, mais c'était simplement une donnée du problème. Une donnée importante? Bien sûr, c'était une donnée qui n'était pas négligeable. En quel sens? Mais c'était pas négligeable. À partir du moment où tout geste, tout acte qui se produisait de jour en jour rendait de plus en plus difficile la communication et la possibilité de résoudre la crise, c'était pour nous un cas de conscience supplémentaire. Jusqu'où pouvions-nous aller dans cette crise? Vous savez, il y a un ratio qui est très simple dans notre métier. 1 million de chiffre d'affaires, une personne. Imaginez que nous perdions 150 millions de chiffre d'affaires, vous imaginez le plan social qu'il pouvait y avoir derrière. Je crois qu'il ne faut pas se voiler ça. Au petit jeu de la grève, tout le monde perd. Mais les salariés se sentent forts des messages de soutien qui affluent. Fournisseurs, clients, patrons, amis, voisins, salariés, comités d'entreprise, syndicalistes, mères de famille, tout ce que la Vendée compte de Vendéens, dactylographie, écrit, dessine, exprime sa colère. En quelques lignes, on exalte l'entreprise Gauthier, une famille. On encense son directeur, un moteur. On fustige l'actionnaire, la nébuleuse Céribeau. On dit courage, on crie bravo et on signe. Dès le deuxième jour, on a eu énormément de fax, 200 fax de soutien émanant des fournisseurs et des clients principalement. Ces fax, on a tout de suite décidé de les envoyer à Céribeau puisqu'ils n'étaient pas destinataires de tous. Ça veut dire qu'à Paris, il y avait un fax qui était bloqué à Paris, il y avait 1, 2 ou 3 fax qui étaient bloqués puisqu'on envoyait systématiquement sur l'ensemble des fax. Oui. Et ça, vous pensez que ça joue sur le moral de l'actionnaire? Ça joue forcément sur le moral des actionnaires. Ça a influé sur votre morale? Non. Franchement? Non. Pas les fax. Quoi alors? Ce qui a influencé sur notre morale, c'était la possibilité de faire repartir cette usine le plus rapidement possible. C'était la seule chose qui comptait pour nous. L'affaire se réglera donc en terrain neutre dans cet immeuble cossu. Vous le reconnaissez? Peut-être pas. Mais suivons-le, puisque pour nous, il ouvre ses bureaux privés de capitaine d'industrie, bientôt sexagénaire, mais toujours affairé. Sous la moquette, le crissement étouffé du parquet. Il sourd de cet endroit quelque chose qui se situe à mi-chemin entre le charme monacal et le luxe serein. Un endroit idéal pour réapprendre à s'aimer, un endroit idéal pour la médiation. Je les ai d'abord réunis tous ensemble. Et puis ensuite, je les ai mis dans des petites salles que vous pouvez appeler les confessionnaux, où j'allais de l'un à l'autre pour essayer de faire avancer les solutions. Dominique Soulard se trouvait dans cette pièce avec son conseil. Voilà, je te libère. Alors voilà la salle où sont restés les délégués du personnel. Voilà, je vous emmène dans la pièce où étaient réunis les représentants des actionnaires. Et ils se trouvaient dans cette pièce-ci à ma droite. Je rentre dans cette pièce. On n'a pas beaucoup de place, vous savez. La stratégie du confessionnal, pourquoi? Bien, parce que si vous réunissez tout le monde dans une même salle, il y a des positions qui se prennent et des positions les gens ont du mal à accepter les compromis à partir de situations qu'ils ont affichées en public. Et je crois que en discutant en tête-à-tête avec les protagonistes, on arrive plus facilement à des concessions de part et d'autre. Et je crois que c'est ce qui est arrivé dans cette discussion, parce que au cours des conversations, dans ce que vous appelez les confessionnaux, c'est-à-dire ces différentes pièces,
chacun s'est montré raisonnable et on peut dire que les égos de chacun ont été mis à la corbeille à papier. 6 heures de négociation et de va-et-vient, au terme desquelles les salariés obtiennent la réintégration du directeur, une clarification du rôle de l'actionnaire et, cerise sur le gâteau, le paiement des jours de grève. Alors là, on est dans mon bureau. C'est là que nous avons signé les accords. Bel avenir pour la médiation, se dit-on. Mais attention, Didier Pineau-Valenciennes a 2 casquettes. Il est capitaliste, il est vendéen. Un capitaliste vendéen, il fallait y penser. La médiation, c'est avant tout une affaire de casting. Je crois qu'on n'utilise pas assez ce système, avec toutes les difficultés qu'il y a à trouver des monsieur bons offices qui puissent avoir l'impartialité, par conséquent avoir la confiance de toutes les parties. Ça, c'est pas facile. Je peux considérer officiellement qu'à l'unanimité, on désire reprendre le travail et que ce travail doit reprendre normalement à 13h cet après-midi. C'est un lundi de septembre, disions-nous. Un de ces lundis où l'on se remet au boulot. Un de ces lundis où l'on accueille le patron. Un de ces lundis dont la seule évocation déclenche un feu d'artifice de souvenirs. C'est là. C'est là, un peu plus rassuré aujourd'hui, mais ce lundi où tout le monde criait mon prénom restera marqué à jamais dans ma mémoire. J'en suis encore un peu ému. Et depuis, les lundis se succèdent. Jean-Michel a repris ses activités de secrétaire du comité d'entreprise, figure totémique du conflit, syndicaliste. À lui aussi, ça lui fait tout drôle. Les rapports avec Dominique Soulard, c'est vrai que aujourd'hui, sont des rapports entre guillemets anormaux entre un responsable syndical et un directeur général. Justement, est-ce que ça pose un problème de l'avoir défendu à une époque et d'être amené éventuellement à combattre cette direction à l'avenir? Je pense qu'il y a forcément un temps d'adaptation. Je crois qu'il faut pas... L'événement a été tellement fort qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se resituer normalement. Est-ce que vous avez le sentiment de leur devoir quelque chose aux salariés? Ça, c'est une bonne question. Non. Non, ça peut surprendre, mais je dirais qu'on continuera à faire ce que l'on a à faire normalement. Non, moi, je peux pas... Sur le fond, je peux pas... quelque chose qui me gêne, là. C'est-à-dire? Considérez-vous qu'il vous doit quelque chose ou pas? Non. Non, sur le fond, non. On a accompli notre mission en le réintégrant pour l'emploi. Moi, je pense il n'a pas à renvoyer l'ascenseur, entre guillemets. Je pense que les choses, lui, il a sa propre fonction à assumer. Je dirais, à nous de faire valoir notre bon droit et notre vouloir dans le cadre des revendications que nous avons apportées. Si demain, vous aviez une décision difficile à prendre, licencier par exemple. Ça n'a jamais été le cas depuis une quinzaine d'années. À nous d'essayer de faire en sorte que l'entreprise se développe et pas l'inverse. Je l'ai déjà dit et je le répète, rien n'est impossible dans un système industriel dans le long terme. On essaiera d'y réfléchir avant, on essaiera de respecter tout ce que l'on a à faire, mais encore une fois, je ne suis pas dans ce schéma-là.